emploi précédent, il y a plein d'emprunts, des choses comme ça. Donc les gens, à un bon moment, ils oublient même certains comptes qu'ils ont. Ça devient un truc assez compliqué à gérer. Et donc, il y a besoin d'un... Enfin, il y a besoin. On espère qu'il y a besoin d'un service comme ça. Mais pour pouvoir te donner un espèce de tableau de bord de tes dépenses et de ton budget, etc., il faut commencer par obtenir toutes ces données auprès des banques, qui les gardent précieusement. Et donc la technologie, c'est une technologie finalement d'infiltration qui va chercher auprès des banques les données dont on a besoin chaque jour pour te donner une image parfaite de ta situation financière. Pour faire tout ça, tu as travaillé directement avec le fondateur de Mint, qui est même aujourd'hui une star dans la vallée, parce qu'il a pris quand même rapidement beaucoup d'argent, au succès, avec le rachat par Intuit. Ça se passe comment? Ça s'est passé comment? Tu en penses quoi? Encore une fois, pour moi, le thème de l'entretien ce soir, c'est la chance, Yannick. À chaque fois, j'ai eu pas mal de chance. Rien ne me prédisposait à venir ici, mais c'était facile de prendre un billet d'avion, il n'y avait rien qui me retenait en France non plus. Pareil avec Aaron Palser, qui est un mec exceptionnel. Le timing a été parfait, je suis arrivé au bon moment. Par ce que j'avais fait, il se trouve que la technologie sur laquelle j'avais bossé avant me préparait bien au genre de challenge qu'on allait avoir chez Mint. Donc ça s'est bien passé. Lui, effectivement, c'est un mec qui est assez impressionnant. Aujourd'hui, il a 30 ans. Donc il a commencé la boîte quand il avait 26 ans. Exceptionnel, c'est un mec qui est assez fort en informatique, mais qui a aussi un sens incroyable du business. Il a dû faire quelque chose comme 500 interviews avec la presse en 3 ans. Donc c'est devenu en fait l'image de marque de la boîte. C'était la mascotte. Il a parlé à tous les plus grands journalistes, etc. Donc il a bien aidé à propulser la boîte vers le succès qu'elle a eu. Donc toi tu rentres, tu fais 1 an, et là c'est racheté par Intuit à 175 millions. Je ne demanderai pas combien toi t'as pris dans le... Intéressant. C'est jamais assez. Avec toi on ne prend jamais assez. Donc tu as pris... Et tu fais quoi maintenant chez Intuit? Donc premièrement, je suis encore chez Intuit. Ça ne durera pas éternellement. C'est une fois qu'on a goûté aux startups, c'est quand même la liberté, la possibilité d'avoir un impact intéressant sur une boîte, c'est quand même quelque chose qui a bon goût. Et donc passer de quelque chose comme 30 personnes à quelque chose comme 10 000 employés chez Intuit aujourd'hui, ça devient un ajustement qui est délicat. Donc, mais aujourd'hui, tu fonctionnes encore en mode start-up à travers Mint, ou tu es vraiment intégré à la lourdeur et aux réunions chez Intuit? C'est l'équilibre que les boîtes comme ça qui achètent des startups essayent de trouver. L'espoir, c'est qu'on va acheter la startup et la startup, un peu comme un virus, va transformer tout le reste en une startup. Ça ne se passe pas. C'est sûr qu'au bout de 3-4 ans, on aura tous ralenti. Et la question, c'est combien de temps ça peut durer? Est-ce qu'entre-temps, on arrive à continuer à améliorer le produit, à le mettre dans un mode où finalement, il gagne de l'argent et il devient un des produits qui ne périclite pas dans la boîte. Et tu fais quoi aujourd'hui? Tu t'occupes de quoi en fait? En fait, la techno qu'on avait bâtie pendant 1 an et demi, on a continué à la bâtir. Elle est devenue stable et maintenant donc, on l'a donnée au groupe de Intuit qui faisait la même chose avant. Et moi, mon rôle, c'est devenu en fait de prendre notre produit et de l'amener à l'étranger. Intuit, qui est une boîte qui fait quelque chose comme 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en réalise 95% aux États-Unis, parce que ces produits, c'est TurboTax, c'est Quicken, c'est QuickBooks, c'est des choses qui sont extrêmement dépendantes du système d'imposition, du système de finance, etc. Et donc pour eux, pour se lâcher et démarrer un produit à l'étranger, c'est difficile. Et donc on voit la réflexion dans la répartition du revenu. Et on a décidé de changer ça avec Mint et on a décidé de prendre le produit et de le lancer dans plein de pays. C'est ce que moi je fais. J'ai une petite question personnelle, si tu veux, mais tu me parles beaucoup de start-up. On sait tous que dans les start-up on travaille beaucoup.
2 fois trop d'ailleurs. Mais tu me parais bien bronzé pour... Où est la question? Qu'est-ce que tu fais pour être si bronzé? C'est la décapotable? T'es déjà en mode, c'est quoi? Voilà, non, c'est le kite. Ouais. Un des trucs que j'ai pas fait pendant la première startup, je pensais qu'il fallait bosser 24 heures sur 24. Je me disais, chaque minute que je passe éloigné du clavier, c'est la mort assurée de la startup. Et en fait, c'était pas une bonne idée. Au bout de 6 jours, on est mort, et même si on est assis et qu'on pense qu'on bosse, on est moins productif. Donc le deuxième coup, j'ai pas fait la même erreur. Entre-temps, j'avais démarré, j'avais commencé à apprendre à faire du kitesurf, et donc cette fois-ci, je m'assure qu'il y a toujours du temps pour le kite pendant la saison. Un peu plus sérieux cette fois-ci. Tu as, si on regarde bien, tu es passé sur le rack, mais tu es rentré plutôt dans la partie spin-off, donc un peu mode start-up. Tu as monté ta start-up, tu l'as vendue. Tu as remonté une start-up en fait à l'intérieur d'une start-up elle-même. Je me doute que tu vas en refaire une ou tu intégreras certainement une prochainement, mais. T'as une idée? C'est devenu trop cher. Et mais si tu as les financements, je te rejoins. Plus sérieusement, ton avis sur à la rentrée 2010 du monde des startups et des financements aujourd'hui? Alors deux anecdotes. Depuis à peu près 10 mois que Mint a été racheté, on vient de perdre quelque chose comme 10 ingénieurs sur les 35 qui étaient là au jour de l'acquisition. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous quitté Mint pour aller démarrer des startups. Donc on n'est certainement pas dans un hiver nucléaire. Il y a un énorme, en tout cas de façon anecdotale, on voit bien qu'il y a un énorme momentum en ce moment derrière les startups. Et puis du côté financement, c'est la même chose. Avec l'avènement des super angels, qui sont sur toutes les lèvres en ce moment, c'est incroyable en fait. En tout cas, en ce qui concerne le software. C'est un peu myope d'ailleurs de voir qu'on parle pratiquement que de ça ici, alors qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont toujours très capital intensive. Mais c'est vrai que les super angels, ils ont trouvé un créneau parfait pour eux dans tout ce qui est Internet Startups, parce que ça coûte de moins en moins cher d'en démarrer une. Eux, ils commencent à lever des fonds, et il faut qu'ils distribuent. Tu prends quelqu'un comme Dave McClure, il fait quelque chose comme un investissement par semaine, alors qu'un VC classique investit une fois par an. Donc la fréquence est énorme. Donc le filtre est beaucoup plus, laisse passer beaucoup de trucs. Donc je ne sais pas si c'est une bonne chose d'un point de vue écosystème et sa santé, mais par contre pour démarrer quelque chose en ce moment, c'est. Donc tu penses que c'est encore un bon timing? C'est un timing parfait. Ok, je pense que on va arrêter les questions personnelles. Non, c'est bien. Est-ce que vous avez des questions dans l'assistance pour ce que lui? Il y a une raison pour laquelle tu as parlé de McClure en premier, je sais pas. De qui? De Dave McClure. Dave McClure? Non, c'est celui qui a la plus grande gueule. Il y a Jeff Clavier qui est super sympa aussi, qui en plus est français. Donc, mais Dave McClure, il est à peu près sur tous les investissements. C'est le nouveau Ron Conway, qui était dans absolument toutes les startups dont tu connais le nom parce qu'elles ont eu une sortie positive. Dave McClure, il a aussi cette politique. Il a un bon flair, il est super connecté. C'est peut-être la grosse différence avec les VC classiques, c'est que ces mecs-là viennent des tranchées. Ils ont été d'abord entrepreneurs. Lui, il était à PayPal. Donc, ils sont super connectés avec tout l'écosystème et ils sont prêts à suer pour justement accompagner la start-up. C'est un bon exemple. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un super angel? Ça fonctionne comment? Ouais, et quel montant? Typiquement, il y avait cette grande disparité entre les VC qui lèvent des fonds auprès de limited partners, qui sont les fonds de pension